J'attends d'avoir, voilà, parfait. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous 5 à 7 du CLUSIS. J'espère que vous allez bien. Nos conférenciers sont prêts. Certains ou certaines d'entre vous ont déjà bénéficié des vacances d'automne. D'autres sont en vacances actuellement. Mais j'espère que chacune et chacun est en pleine forme. Ce soir, un nouveau thème qui est toujours à mettre en relation avec la confiance numérique et surtout ce que vivent aujourd'hui nombre d'entreprises, c'est-à-dire comment gérer le risque cyber, non seulement à l'intérieur, mais également à l'extérieur d'une entreprise ou d'une administration. Pour cela, nous avons 4 invités, nous avons un modérateur, Monsieur Morel. C'est à lui que je vais donner la parole pour qu'il puisse vous présenter nos orateurs. Mais je remercie, comme toujours, chacune et chacun d'entre vous pour votre fidélité et votre présence. Je remercie nos sponsors et puis au plaisir de vous retrouver au terme de l'événement. À tout à l'heure, bonne conférence. Merci, Madame la Présidente. Je commence donc directement. Je vous souhaite à tous la bienvenue à cet événement. Comment gérer le risque cyber à l'intérieur et à l'extérieur d'une entreprise ou administration. Avant de commencer le contenu, j'aimerais encore vous rappeler quelques règles de vie. Madame Perrin-Jacques l'a déjà fait, mais couper la caméra et le micro, sauf pour les intervenants qui parlent. Et puis, on prévoit les questions à travers le chat, c'est-à-dire poser vos questions par écrit pendant les présentations. Je les prendrai, j'essaierai de ne pas en sauter ou pas en louper et de poser ces questions directement aux intervenants. On a prévu 3 présentations. La première de Madame Lupfer de AVK sous le titre « Comment le partage et l'utilisation intelligente des données modifient le paysage des risques de l'entreprise ». Ensuite, Monsieur Marcel Zubel, Madame Natalia Studer de La Poste, sous le titre « Sécurité participative, comment gérer la cybersécurité avec les communautés internes et externes à l'entreprise ». Et pour terminer, Monsieur Gaudin du CIGES à Neuchâtel, sous le titre « Les enjeux de la communication externe pour les hôpitaux ». Chaque présentation va durer 20 minutes. Ensuite, il y a 10 minutes de questions-réponses. Et puis, à la fin, on va encore faire un tour de table de 30 minutes pour répondre aux questions qui seraient encore posées avec tous les intervenants. J'espère que tout est clair et je vous propose de commencer directement dans le vif du sujet. Donc, Madame Lupfer, Anne Lupfer, c'est une consultante senior chez le groupe AVK à Lausanne. Elle exerce depuis plus de 15 ans dans le domaine de la sécurité, de l'information et de la protection des données. Elle a été responsable de la conformité et de la sécurité à la Française des Jeux pendant 5 ans et totalise plus de 10 ans dans le conseil. Ses spécialités sont la gestion des risques en sécurité de l'information, la gouvernance et la protection des données. Voilà, le podium est à vous, madame. Merci. Merci Denis, merci au CLUSIS de m'avoir invité à participer ce soir. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler de l'utilisation des données et du coup de leur protection dans le contexte qu'on connaît et qu'on vit aujourd'hui de la transformation, de la digitalisation. Imaginez et projetez-vous, fermez les yeux si vous voulez, dans un monde où vous n'avez plus de déclaration fiscale à faire, c'est tout automatisé, tout ce qui vous restera à faire, c'est vérifier vos informations et valider le formulaire. Ça a l'air sympa, on se dit que de temps gagné, votre animal de compagnie, vos enfants, vos proches, vos amis seront ravis de passer plus de temps avec vous, mais est-ce qu'on sera vraiment gagnant? C'est une des questions qu'on va se poser, qu'on va réfléchir ensemble. Je vais prendre l'exemple de la déclaration fiscale, mais il n'y a pas que ça. Il y a déjà des changements qui sont engendrés, qui ont démarré, pardon. On a déjà, par exemple, des assurances automobiles qui proposent qu'on plug un petit boîtier et qui vous réduisent la prime d'assurance en fonction de votre comportement routier, si vous roulez doucement, si vous freinez de manière progressive, etc. Vous avez peut-être aussi votre assurance santé qui vous propose que par rapport à votre activité physique, que si vous allez courir régulièrement, vous abonnez dans une salle de sport, vous allez avoir des avantages et évidemment qui vont se retrouver en gains financiers. Tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences pour vous, personnes physiques, mais ça a aussi des conséquences pour les entreprises et pour
les responsables de la sécurité d'information et tous les acteurs de la sécurité d'information qu'on a aujourd'hui autour de la table, mais aussi toutes les fonctions IT, mais les DRH, etc. Donc ça implique des grands changements dans toute l'entreprise. Ces changements, ce qu'on va voir, c'est comment ils arrivent, qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce changement et qu'est-ce que du coup ça engendre comme nouveaux risques et comme nouvelles mesures, si tant est qu'elles soient nouvelles. La première chose, ça va être vous, personne physique. Si votre employeur transmet vos revenus à l'autorité fiscale, administration fiscale. Si, par exemple, on peut imaginer, on est là pour extrapoler, donc allons vraiment plus loin. Imaginons que les transports publics, les CFF, les TL, envoient votre consommation de transport, de train, de métro, que votre banque envoie les déclarations de vos comptes. Ce que vous allez attendre d'une part de toutes ces instances, c'est qu'elles ont transmis des données qui sont justes, qui sont intègres et qui sont intègres dans le temps. Parce qu'il y a une grande différence entre votre employeur s'est trompé, vous a pas versé le bon montant de votre salaire mensuel et il s'est trompé sur les comptages de l'année. La différence fait que on va pas se rendre compte peut-être tout de suite, il va falloir faire des recherches et il va falloir être très vigilant. Donc on attend, en tant que personne physique, une grande justesse dans ces données. Ensuite, on a aussi la possibilité peut-être de dire à tous ces tiers, pour nous, qu'on ne veut pas qu'ils transmettent les données. Et donc on va espérer, en tout cas, on va plus qu'espérer, mais on va vouloir qu'ils ne fassent pas ce genre de transactions. Il y a également que, de l'autre côté, l'administration fiscale, vous avez le droit de ne pas vouloir déclarer certaines choses, ou vous pouvez prendre vous-même le risque de ne pas déclarer certaines choses. Donc vous allez aussi attendre de cette administration qu'elle n'aille pas regarder les données tant que vous ne lui avez pas donné le droit. Donc vous voyez que la personne physique va avoir un besoin de confiance, va avoir des exigences dans l'usage de ces données, mais aussi dans la protection de ces données, que ce soit l'intégrité, parce qu'on ne veut pas qu'elle soit modifiée, que ce soit la confidentialité, parce qu'on ne veut pas qu'un tiers vienne les consulter, mais que ce soit aussi de la confidentialité, de la disponibilité, pardon, parce qu'on a envie qu'elle soit disponible au moment où on en a besoin et qu'on ne voudra pas attendre. Et puis, on va devoir peut-être, en tant qu'entreprise, rajouter des engagements comme de la traçabilité, etc. Donc ça, c'est un premier changement, c'est que tous les personnes physiques, employés, citoyens, clients que vous avez, que l'entreprise a, mais même qu'une administration publique va avoir sous une autre forme, qu'on soit une petite structure, une grosse structure, qu'on soit juste basé en Suisse, en Europe ou dans le monde, la confiance que les personnes nous portent augmente. Et qui dit confiance qui augmente, dit responsabilité aussi qui va augmenter parce qu'on va être de plus en plus sollicité et de plus en plus on devra prouver un certain nombre de choses. Les tiers ont cette même réaction, c'est-à-dire que si vous travaillez avec vos fournisseurs, vous allez demander aux fournisseurs certaines garanties que précédemment on ne demandait pas, mais pour satisfaire ce besoin de confiance. Vos clients vont vous demander la même chose, ça va être dans les deux sens. Et les assureurs, je pensais à la cyberassurance en faisant ces supports. Vous avez peut-être vu que dans la cyberassurance, notamment aux États-Unis, de plus en plus, ou de moins en moins plutôt, les cyberassurances ne veulent plus payer les rançons. Et elles demandent de plus en plus de garanties en termes de protection des données, d'actions qui auront été faites pour protéger les données et d'une manière générale, je dis protection des données, mais aussi protéger l'entreprise des attaquants. Tout ça, ça se traduit par la loi au sens large, les lois et les règlements, mais aussi les normes et les standards qui vont poser la responsabilité de l'entreprise sous le principe
de accountability qui consiste à démontrer, d'être en capacité en plus de démontrer qu'on fait son maximum. Et ça, évidemment, on va le traduire dans des contrats, dans des SLA et d'autres solutions juridiquement valables et solides auprès de nos tiers et aussi auprès des personnes physiques. Donc l'entreprise, elle se retrouve vraiment au cœur là-dedans de cette responsabilité et c'est un premier changement qui s'opère. Le deuxième changement, vous avez vu, c'est le même schéma, seulement j'ai rajouté plein de 0 et de 1 pour schématiser cette explosion de données. Explosion à la fois en termes de volume, on en a de plus en plus. Explosion aussi en termes de variété. Il y a une période où on ne manipulait que les données dont on avait besoin et elles étaient peu nombreuses. On avait peu d'informations. Maintenant, comme on est en plus en capacité d'associer certains types de données, eh bien certaines données qui étaient, disons, inoffensives auparavant deviennent des données sensibles. Donc, le niveau de responsabilité augmente, le besoin de protection augmente. Vous avez aussi le fait que les cycles de vie de ces données vont augmenter en termes de durée. Si je reprends mon exemple de l'administration fiscale, une entreprise qui doit envoyer des données, par exemple, prenons les CFF qui doivent envoyer la consommation des trains à l'administration fiscale par personne. Bien, c'est probablement des données qui étaient conservées dans les systèmes, mais probablement pas sous cette forme, pas sous une forme nom, prénom et consommation pour être envoyées unitairement. Ça veut aussi dire, ça va aussi impliquer ce type de changement que chaque entreprise va manipuler un numéro unique de chaque personne et qu'en général, ce numéro unique, ça va être un numéro AVS ou ce genre de données qui sont hautement sensibles parce qu'elles ouvrent la porte à beaucoup de choses. Donc, il y a un grand enjeu de maîtrise de la donnée à tous les niveaux. J'ai aussi mis des petits nuages pour dire que les données, elles ne sont pas toujours chez soi dans une base de données, dans un serveur, dans un placard qu'on connaît, qui est bien identifié. Non, elles sont partout et que la responsabilité envers les données, elle va bien de bout en bout de la chaîne, c'est-à-dire du moment où on la récupère, du moment où elle rentre dans notre système, jusqu'au moment où elle en sort, la transaction comprise. Quand on externalise des données chez un fournisseur, par exemple chez un hébergeur, en tant qu'entreprise, on en reste propriétaire. Et encore une fois, peu importe qu'on soit petit, gros, privé, public. Et donc, ça nécessite pour tous de bien connaître les données qui sont traitées, qui sont manipulées, qui transitent dans le système d'information, sous quelque forme que ce soit. Et là, on ne parle pas non plus de tous les équipements connectés et tous les équipements personnels, comme les téléphones portables, qui vont venir également avoir des données de l'entreprise hors du SI de l'entreprise. C'est aussi représenté par ces petits nuages. Ce qui se passe donc, c'est que l'entreprise a de plus en plus de responsabilités, a de plus en plus de complexité à maîtriser ces données puisqu'il y a plus de technologie, plus d'interconnexion, plus de données. Et qu'est-ce qui est intéressant dans la donnée? C'est sa valeur. C'est sa valeur qui va être regardée, recherchée par les attaquants. Et aujourd'hui, là j'ai mis le titre sur... j'ai sélectionné une étude de Trend Micro qui a mis en avant la position des entreprises suisses face aux cyberattaques, qui montre aussi que l'évolution des risques en cyber ces dernières années, en particulier ce premier semestre. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les cyberattaques, elles vont avoir plusieurs objectifs. Elles vont avoir des objectifs de déstabilisation politique ou économique. Peut-être, on n'a pas de garantie, mais peut-être que toutes les attaques que la Suisse connaît sur ses communes sont pour déstabiliser politiquement. Peut-être aussi que toutes les attaques sur les PME qui vont se faire rançonner quelques milliers de francs, c'est pour faire une déstabilisation économique. Parce que si plein d'entreprises perdent un petit peu d'argent, au niveau du pays, ça représente beaucoup d'argent. On a aussi de plus en plus d'attaques
de terrorisme ou de cyberguerre. C'est-à-dire que la technologie, l'informatique, l'attaque sur un État, sur des entreprises clés d'un État ou sur des infrastructures d'un État viennent alimenter une guerre qui va être numérique et non plus terrestre. Et puis il y a le dernier, tout simple, le gain financier, où les attaquants trouvent peut-être ça facile, mais en tout cas sont organisés en véritable équipe très bien structurée pour attaquer et pour vraiment faire des gains financiers élevés avec des risques finalement assez faibles, puisque c'est très très compliqué de les retrouver et encore plus compliqué de les amender. Donc, tous ces changements-là sont accrus aussi par la hausse des cyberattaques. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un déséquilibre entre l'accroissement de ces enjeux, les responsabilités, la valeur des données, les attaques et la gouvernance de la sécurité qu'on va retrouver dans les organisations et les mesures de sécurité qui sont mises en place. J'ai trouvé cette image et je me suis dit finalement, cette image, est-ce qu'elle ne représenterait pas la position du ciseau aujourd'hui? Le ciseau qui est dans une position d'équilibriste. Je ne sais pas lequel est la tortue ou l'éléphant, mais en tout cas, il y a une grosse difficulté à pouvoir trouver la bonne place, à être efficace pour être à la fois au niveau opérationnel, pour être à la fois en capacité de détecter et de protéger, de réagir, mais aussi au niveau plutôt organisationnel, au niveau stratégique, en disant voilà les risques d'aujourd'hui, voilà sur quoi il faut qu'on soit capable de faire face, et donc voilà les actions qu'il faut mettre qui vont être globales à l'entreprise et qui vont convaincre une direction générale. Pour moi, aujourd'hui, les priorités pour protéger les données à l'intérieur, pour protéger l'entreprise et ses données, de l'interne comme de l'externe, les priorités, elles sont au nombre de 3. La première, c'est la connaissance de la valeur de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut protéger? Qu'est-ce qu'il faut protéger de qui? Connaître et comprendre la menace. Il arrive qu'il y ait des valeurs dans l'entreprise qui aient finalement peu d'intérêt pour un attaquant. On va les protéger parce qu'elles ont de la valeur, mais on n'aura pas besoin de les protéger aussi fort ou des mêmes manières, en tout cas, que des données qui vont avoir une valeur marchande. C'est le cas des données à caractère personnel. Aujourd'hui, ce qui est une mairie qui se fait attaquer, l'attaquant, il gagne des données à jour, complètes, qu'il peut revendre facilement sur le dark web. Donc, on va se positionner. Qu'est-ce que je dois protéger? Qui est-ce qui est intéressé par ces données? Et pour pouvoir poser le niveau de protection adéquat et pour construire la confiance numérique. Confiance numérique qui ne pourra pas se construire toute seule, elle va dépendre de certains piliers. Et pour ça, pour moi, pour établir la confiance numérique, il n'y a finalement pas grand-chose de nouveau, mais surtout, on va identifier ce qui existe, nos capacités de protection au niveau de l'entreprise et qu'est-ce qui doit être protégé pour pouvoir les protéger avec des mesures de sécurité adéquates et au bon niveau, vraiment, et aussi travailler avec les tiers, avec nos fournisseurs, avec nos partenaires, avec certains clients, pour faire des relations gagnant-gagnant qui vont faire augmenter durablement le niveau de sécurité de tous et pas juste d'un bout de la chaîne. D'être en capacité de détecter, un des chiffres assez alarmants, c'est qu'il faut presque 2 jours ou 3 jours pour détecter une cyberattaque avant de réagir. Plus on attend, plus on perd du temps, et plus on perd du temps, moins on est efficace pour stopper l'attaque, parce qu'elle va continuer de se protéger, et pour restaurer les données les moins contaminées possibles. Et du coup, pour réagir. Donc la détection, c'est vraiment le maillon fort de la chaîne, pour réagir avec des bonnes mesures de traitement pour revenir à la normale, et sans s'entraîner, on ne pourra pas être résilient. Et donc pour conclure, je dirais qu'il est possible d'assurer un niveau de sécurité adéquat dans un contexte de digitalisation aussi loufoque qu'on peut l'imaginer, si les entreprises s'en donnent les moyens. Et pour ça, veut dire
reconnaître que le risque de sécurité de l'information, c'est un risque stratégique et que le CISO doit avoir les moyens de traiter ce risque stratégique et d'avoir l'écoute de sa direction. Je laisse place aux questions. Merci. Merci Anne. J'ai pour l'instant pas de questions dans le chat. Alors, je lance les questions. Peut-être ça va aider d'autres à poser des questions. Vous avez montré un modèle avec beaucoup d'actions et d'éléments à prendre en compte. Si on parle d'une petite commune ou d'une petite PME qui n'a peut-être pas les moyens de mettre tout ça en place, comment elle peut adresser la cybersécurité par rapport à, selon vos modèles? Alors, de manière, si je reprends, ce principe va s'appliquer pour tous finalement. La première chose, c'est de bien comprendre où sont ces risques et de les balancer par rapport à ces moyens et par rapport aux moyens et par rapport aux enjeux pour pouvoir adopter les solutions qu'on sera en capacité de mettre en œuvre et de maintenir. Ça, c'est un point important, c'est que des fois, la meilleure solution technologique sur le marché n'est pas la meilleure solution pour l'entreprise, qu'elle soit petite ou grande finalement, mais si on n'a pas les compétences, ne serait-ce que pour la maintenir, elle va plutôt nuire. Donc, on va chercher des solutions simples à mettre en œuvre pour réussir à se protéger. Je pense qu'il faut aussi travailler étape par étape pour y aller progressivement et en tout cas démarrer. D'accord, merci. J'ai toujours pas de questions. Je crois que tout était vraiment clair. On voit qu'il y a, je continue avec ma deuxième question, puis on verra, sinon on passera à l'intervention suivante, mais on voit qu'il y a régulièrement on voit que la sécurité au niveau des entreprises, je parle plutôt des petites entreprises, moyennes entreprises ou de petites organisations, ça reste un sujet un peu méconnu, je pourrais dire. Comment on pourrait augmenter la prise de conscience des entreprises par rapport à la situation de la cybersécurité? Je pense que la meilleure solution, c'est d'en parler. Et malheureusement, tous ces événements de ransomware et d'attaques diverses viennent mettre de l'eau à notre moulin et les entreprises et les dirigeants commencent vraiment à prendre conscience qu'il faut faire quelque chose et que tout le monde est concerné. Donc, le meilleur moyen, c'est d'en parler pour se faire entendre. Merci. On a une question. Donc, dans le slide que vous présentez, il est écrit « S'entraîner à gérer la crise ». Comment faire cela? C'est très simple. On fait des petits exercices, des simulations, et puis on voit si ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et puis c'est à force de répétition qu'on fait des processus qui fonctionnent bien et qu'on n'oublie pas des petits détails. Le principe, vraiment en gestion de crise, le principe c'est d'aider au mieux à la décision. Quand on est dans une situation de crise, on est en mode panique. Tout le monde n'a pas tous ses esprits. Il faut aussi voir que la crise, elle ne s'arrête pas. On ne peut pas aller forcément se coucher le soir et on ne sait pas quand ça va terminer. Donc, plus on a à notre disposition d'outils qui peuvent être simplement des checklists et des arbres de décision, plus ça va être facile de survivre à la crise et de s'en remettre après. Donc, le mieux, c'est de pratiquer. C'est comme le vélo, on ne l'oublie pas, mais plus on en fait, plus on va vite. Merci. Encore une question. Est-ce qu'il existe une liste des prix du marché des données volées en fonction de leur nature, bancaire, adresse personnelle, données médicales, etc.? Il me semble avoir vu, effectivement, une fois des tarifs comme ça. Comme ça, je ne pourrais pas vous le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'en unitaire, ce n'est pas très cher, seulement comme ils envolent quelques milliers à chaque fois, ça rapporte beaucoup. Et que ce qui va compter, c'est la fraîcheur des données. Merci. Encore une question. Ne faut-il pas valoriser les initiatives et publications continues du NCSC? Peut-être vous expliquer rapidement ce que c'est que le NCSC, si pas tout le monde le sait, qui sont très pertinents pour les PME et les PMI. Je repose la question.
Non, c'est bon. bon. Oui, c'est... Alors, le NC... C'est le centre, merci pour la précision en dessous, c'est le Centre suisse de la cybersécurité, donc, qui réalise une veille, qui produit un certain nombre de documents. C'est qui c'est? Oui, il y a des choses qui sont très bien dedans. Enfin, il y a des très bonnes publications. Il y a même des débats sur est-ce que ça ne devrait pas être obligatoire, etc. Oui, bien sûr. Merci de le mentionner. C'est un très bon centre de ressources pour se lancer dans la sécurisation d'une entreprise, qu'elle soit petite ou grosse. Encore une fois, on reste quand même sur des schémas similaires. Et aussi pour vérifier qu'on n'a rien oublié. Merci. Y a-t-il encore des questions? Pour l'instant, je n'en ai pas dans le chat. Sinon, je propose qu'on passe à l'intervention suivante et on reviendra de toute façon, Anne, avec vous lors de du tour de table à la fin. Alors, je passe à la suite. Donc, maintenant, nous accueillons Natalia Studer et Marcel Zumbühl de la Poste suisse. Je commence par les dames. Natalia Studer est ISO à la Poste suisse. Avant cela, elle a travaillé pour les PME, les startups ainsi que pour la Confédération avec un appui sur les clients du secteur public. Son parcours inclut des innovations de pointe telles que la cryptographie quantique et le vote électronique et également de larges programmes de transformation digitale comme Fiscal IT à la Confédération ou des projets avec l'armée suisse. Marcel Zumbühl est CISO du groupe de la Poste et membre de la direction de la division informatique. Il a travaillé en Suisse ainsi qu'à l'étranger pour des entreprises telles qu'Accenture, Swisscom ou le Crédit Suisse. Il enseigne la gestion de la communication du risque à l'ETHZ et les organisations de CISO à la HSLU. Il est coprésident de l'organisation ISSS. Voilà, Marcel, Natalia, je vous laisse la place. Bonjour tout le monde, et nous accrochons à ce que Anne Lupfer nous a dit. Il faut parler de la sécurité, il faut sortir la sécurité de l'ombre. Ça a besoin de courage, mais c'est aujourd'hui que c'est l'heure d'une sécurité participative. Je me souviens il y a quelques années qu'on disait qu'on ne parle pas de sécurité, qu'on le cache, que c'est surtout pas quelque chose qu'on comparte avec le public, car c'est un risque de réputation. Aujourd'hui, je propose qu'on l'inverse, qu'on commence d'en parler et de vraiment de chercher les joueurs, soit à l'interne, soit à l'extérieur d'une entreprise, pour faire une sécurité meilleure, car la sécurité, c'est un processus, c'est pas un état. Et je passe la parole à Natalia. Donc, une présentation, ce n'est pas vraiment participatif s'il n'y a qu'une seule personne qui vient avec des diaporamas. C'est pour ça qu'on est à deux. Je vais présenter quelques petits faits et après poser des questions dans un style d'entretien à Marcel pour qu'il puisse approfondir et apporter un regard aussi personnel d'un CISO de grande entreprise. On va aborder 3 thèmes. La première question, pourquoi la sécurité participative? Le deuxième, c'est communiquer pour se rapprocher, parce que la communication, c'est la première étape pour se rapprocher des gens, pour pouvoir les ramener vers nous et collaborer avec. Et le troisième point, collaborer avec impact. Donc, pourquoi la sécurité participative? Une entreprise peut avoir beaucoup de raisons pour sortir de l'ombre et chercher à collaborer, à communiquer plus. Un point, ça pourrait être une culture de collaboration ouverte, même face aux incidents. Je ne sais pas si c'est peut-être déjà arrivé aux responsables de sécurité dans le public, mais nous, dans notre quotidien, parfois, on voit des gens qui sont trop timides ou qui n'osent pas parler d'incidents qui leur sont arrivés ou qui sont arrivés à leurs prestataires parce qu'ils ont peur que ça va générer de la critique, que ça va générer du chaos, du travail, des émotions. Et grâce à une sécurité participative, à une bonne culture, on arrive à empêcher ce genre d'émotions négatives. Également,
on peut réaliser le left shift. Ça veut dire impliquer des gens dans le développement de produits dès le début pour une sécurité intégrée. C'est quelque chose que nous avons fait. Nous allons en parler plus tard dans un programme qui s'appelle Security Champions, dont l'objectif, c'est de justement ne pas avoir une équipe de sécurité qui est censée, on peut faire tout. On veut inclure tout le monde pour que chacun puisse contribuer dans son rôle, dans la mesure qu'il arrive. Et c'est seulement ainsi qu'on peut vraiment atteindre une bonne sécurité. Il faut faire front uni contre les cybercriminels. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul. On vient d'entendre avant que c'est essentiel de collaborer, de communiquer, de s'informer qu'il y a des associations, que c'est bien de s'échanger entre entreprises. Seulement grâce à la sécurité participative, on peut faire front uni. Dans ce thème-là, on a également partagé les infos sur les menaces et s'entraider quand un incident nous dépasse, notamment pour les PME. Une PME elle-même n'aura pas un CERT professionnel, il faudra demander à l'aide. C'est de nouveau de la sécurité participative. En interne, on peut démontrer sa contribution à la stratégie d'entreprise si l'on sort de l'ombre, si on collabore avec les unités qui font des produits, car la sécurité n'est pas un but à soi-même. Au final, ce qu'on veut, c'est proposer de bons produits aux clients. La sécurité en fait partie, c'est une partie parmi beaucoup, et la sécurité doit rentrer dans la stratégie de l'entreprise générale. Et finalement, grâce à la sécurité participative, on peut transformer une culture de contrôle, avec laquelle peut-être parfois la sécurité est encore associée, à une culture de cyberimmunité, où chacun sait quel est son rôle dans la cyberdéfense de l'entreprise. Maintenant, nous avons la première question pour Marcel. Spécifiquement dans ton expérience, quels sont les défis de sécurité qui peuvent être résolus de manière particulièrement efficace en misant sur une approche participative? Alors, il y a toujours un écart noir dans une entreprise où on n'est pas sûr si, par exemple, dans une application, on a encore des failles et des choses qu'on n'a pas vues avec tous les tests. Et nous avons trouvé, notamment travaillant avec les éthiques hackers, avec un programme Popanti qu'on parlera après encore, que nous avons trouvé une autre mesure pour trouver les failles avant qu'ils soient exploités par un criminel. Et un autre défi est vraiment comment est-ce qu'on peut transférer un problème de sécurité, un événement de sécurité ou aussi une faille de sécurité dans un avantage. Comment est-ce qu'on parle des failles avec la presse, avec le public, avec les clients, en sorte qu'ils comprennent que la sécurité n'est pas en état seul, mais surtout aussi en processus. Une faille, un problème de sécurité, ce n'est pas la fin du monde. On peut toujours faire quelque chose en sorte de sortir de l'état dans une manière que le lien avec les clients en profite. Ce sont les défis principaux là. On passe à communiquer pour se rapprocher. Donc, en tant qu'équipe de sécurité, le premier pas, c'est à nous de le faire. Et tout d'abord, je vais parler de quelques moyens de quelques pas que nous faisons pour communiquer avec les gens en externe et en interne. Et après, nous allons de nouveau approfondir un peu plus. Donc, une chose qui est presque trop triviale, presque trop simple pour en parler, mais qui avait un impact étonnant, c'est distribuer les PV de certaines séances. Je n'aurais pas pensé que c'est quelque chose qui aurait pu autant d'impact. Donc, nous avons des groupes, des séances qui prennent certaines décisions de sécurité, qui discutent de certains enjeux essentiels, et nous avons pris l'habitude de résumer ces séances et d'envoyer le PV au cadre supérieur et au cadre moyen de l'entreprise. À la poste, évidemment, ça fait pas mal de monde qui reçoivent ces PV. Ça paraît vraiment simple, mais chaque semaine, il y a des gens qui nous reposent des questions. « Oh, j'ai vu quelque chose d'intéressant, est-ce que vous pouvez me parler plus ?» Parfois, c'est des gens simplement curieux.
Parfois, c'est la révision interne qui voit quelque chose qui pourrait les intéresser. Donc, pour tout plein de raisons, ça intéresse les gens. Nous avons mis en place des journées de la sécurité, des événements où plusieurs intervenants internes et aussi chaque fois des gens externes présentent les enjeux actuels de la sécurité et tous les collaborateurs de la Poste sont invités. On réussit à réunir en tout cas une cinquantaine de participants et c'est quelque chose qu'on fait maintenant 2 fois par an déjà. Cette semaine, pour la première fois, on aura toutes les semaines de sécurité. Marcel, spécifiquement, a beaucoup de contacts avec les hauts cadres. Donc, chaque top cadre de l'entreprise aura régulièrement des échanges avec le CISO de l'entreprise. Nous allons entendre tout à l'heure ce que tu discutes avec ces gens-là, ce qui peut les intéresser, ce que tu approfondis avec eux. En ligne, vous allez retrouver des brochures de sécurité sur les produits les plus importants que nous avons. Ce sont des brochures qui sont simples, c'est une page A4 sur laquelle on décrit en termes très simples, évidemment, en résumé rapide des qualités de sécurité qu'a chacun de ces produits. Nous avons également, comme certainement toutes les entreprises, la possibilité que les ISO des divisions, les responsables de sécurité de chacune des divisions puissent donner des leçons approfondies. Et en fonction de l'actualité, parfois c'est l'hameçonnage, parfois c'est les outils de collaboration gratuits, est-ce qu'il faut les utiliser, oui, non, est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients. Donc ce contact personnel, on essaie aussi de l'apporter. Et au final, parfois, on peut simplement mettre en place des jeux. Nous avons une petite compétition d'hameçonnage. Ceux dont le comportement face au test d'hameçonnage est le meilleur reçoit un petit chocolat. C'est sympathique, les gens sont contents, c'est un premier point de contact qui après nous permet de se rapprocher plus des gens. Voici 6 exemples, c'est pas tout évidemment, mais quelques exemples de ce qu'on peut faire pour se rapprocher de différentes personnes en interne et en externe. Donc, la première question pour le CISO de l'entreprise, c'est comment nos mesures de collaboration ont-elles changé la culture? Je me souviens la première fois qu'on a lancé les PV hebdomadaires de la sécurité dans l'ensemble de la Poste. On a commencé à petite taille avec un distributeur assez mince, mais quand même, il y avait du monde sur le distribution list. Et j'avais une collègue, le moment que j'envoyais le premier statut de sécurité de la Poste, ça faisait 5 minutes et après, j'avais une collègue du top cadre de la Poste qui s'approchait à ma table et me demandait « Mais c'est qui avait vu ce statut ?» Et je dis « Beaucoup de monde ». Et il craignait que ça fait une chute de réputation de son équipe, de son division, mais c'était le contraire, c'était le contraire. Ça a augmenté la réputation de la division parce qu'on voyait qu'ils se sont aperçus des failles, des issues de sécurité et qui ont travaillé. Aussi, nous avons changé à petite taille ces distributions d'informations à l'interne. Et c'est aujourd'hui qu'on a tout le board sur la distribution list, y compris le CEO, mais aussi membre du board of directors. C'est un petit pas qu'on a lancé ça, pas dans un big bang, mais et c'est aussi à petite taille que ça change la culture, qu'on s'aperçoit qu'on peut parler de sécurité sans qu'il y ait une chute totale de réputation, soit à l'interne que aussi à l'externe. Et une deuxième question directement après, que discutes-tu avec ces top cadres de l'entreprise? Qu'est-ce qui les intéresse? Alors c'est secret. Non, j'en parle. Nous faisons aussi des sondages sur la threat intelligence, sur le marché noir. Nous nous intéressons
qui sont les attaques qui peuvent aussi être dirigées vers la poste dans les différents marchés que nous avons, de la logistique, transport public, banque, communication services. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ça porte pour nous comme défi dans le futur? La vue extérieure du marché noir, disons. Aussi la sécurité de l'entreprise, la stratégie. Qu'est-ce qu'on propose pour stratégie de sécurité et comment on démarre et quels sont les projets qu'on a lancés, déclenchés suite du master plan. Mais aussi, nous parlons aussi des risques des produits dans les différentes divisions pour savoir qu'est-ce que la taille juste de prendre comme risque envers les opportunités d'un produit. En peu de mots, c'est ça qu'on discute. Quelque chose qu'on fait aussi pour la communication, c'est chercher le contact personnel. Cette photo, regrettablement, elle date de 2019. Voilà. Évidemment, c'était difficile de rassembler les gens entre deux. Notamment, on a beaucoup plus de femmes maintenant. Toutes ces personnes-là seront de plus en plus en contact avec les gens. Aujourd'hui, nous avons des ISO, des responsables de sécurité pour chaque division, plus qu'avant, parce que cela permet vraiment de prendre le temps avec les divisions, approfondir les sujets et de ne plus être une équipe au centre à laquelle on écrit un email, après quelque chose revient, mais on n'a jamais vraiment vu. On a aussi inclus des petites statistiques. On est environ 60 personnes dans 6 équipes. Ça inclut environ 30 ingénieurs et analystes de sécurité et cyberdéfense et justement une dizaine de Information Security Officers, de responsables de sécurité pour les divisions, qui sont vraiment le premier point de contact et qui établissent ce contact personnel. Il faut aussi, pour bien communiquer, s'aligner avec des causes et les organisations qui mettent en avant nos valeurs. Par exemple, nous sommes signataires de première heure du Paris Call for Trust in Cyberspace. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais au lieu de lire tout cela, je vais justement poser la question au ciseau. Pourquoi nous as-tu fait signer ce Paris Call of Trust in Cyberspace? Qu'est-ce que ça nous apporte? C'était une bonne opportunité de démontrer qu'on veut fermer le arms race dans le monde cyber et de participer avec les autres entreprises, mais aussi des États, pour faire en sorte que le cyberspace soit un espace où on peut faire du commerce sans avoir peur d'être attaqué, soit par les criminels, soit par les États. C'est aussi un témoignage qu'on travaille avec les autorités et qu'on ne fait surtout pas en hackback quand on est attaqué. Donc, cela, c'était nos mesures de communication. Et maintenant, nous allons rentrer dans le troisième chapitre, collaborer avec l'impact, parce que communiquer, ce n'est pas assez. Pour être vraiment participatif, il faut que les gens, justement, contribuent aussi à la sécurité. Chacun peut contribuer à la sécurité, cela intéresse, cela motive, mais il faut justement miser à adapter les mesures, adapter la collaboration aux gens. Une mesure qu'on a chez nous à la Poste, c'est par exemple un programme qui s'appelle Security Champions. Ce sont des développeurs qui se portent volontaires, qui se forment de manière approfondie sur la sécurité. Ils apportent un regard sécurité dans leurs projets respectifs. Comme ça nous empêche de recevoir un produit complètement développé, faire un test de sécurité à la fin et le test échoue. Ceci permet à mettre en place le left shift qu'on a mentionné avant. Donc, le left shift, ça veut dire on s'imagine un processus qui va de gauche à droite et on veut que la sécurité soit déjà faite au début. Et grâce à ces Security Champions, on peut justement faire ça. Nous faisons du sponsoring des associations de sécurité
notre bain de Clusis. Exactement. Voilà. Nous soutenons et nous participons activement à un grand nombre d'associations afin de créer une culture d'échange ouvert et de collaboration. Nous rencontrons d'autres CISO, d'autres professionnels de sécurité. On peut s'échanger sur les menaces, sur les mesures. On peut apprendre où en sont les autres. On peut collaborer. Nous avons aussi un programme pour qui s'appelle Supplier Security Management. Nous pouvons surveiller et améliorer la sécurité de prestataires. Surtout en tant que grande entreprise, nous avons des milliers de prestataires. Il faut vraiment trier lesquels sont les prestataires critiques. Il faut réfléchir comment on va évaluer la sécurité. Parfois, ce sont des PME, donc ils ont justement vraiment de la peine à créer un bon programme de sécurité tout seul. Et nous pouvons même leur aider à améliorer leur sécurité. Mais pour faire cela, il faut vraiment un programme structuré, il faut une sélection, présélection de prestataires. Il faut choisir les bons moyens de les auditer, les bonnes fréquences de les auditer, les bonnes mesures à mettre en place pour que ce soit vraiment proportionnel à l'importance du prestataire. On ne peut pas faire un grand audit dans les plus petites PME qui font une toute petite prestation. Ce n'est pas logique. Également, nous élaborons la stratégie de sécurité ensemble, et par ensemble, on entend dans toute l'entreprise. Tous les collaborateurs sont invités à contribuer leurs idées à la stratégie de sécurité d'information. Donc, quel projet on va prioriser dans les prochaines années pour améliorer la sécurité, pour avoir un programme logique qui vise vers des objectifs logiques et cohérents. Ça motive, ça augmente la créativité et nous avons déjà les dernières une ou deux fois fait un workshop sur la stratégie de sécurité dans ces journées de sécurité dont j'ai parlé avant. Donc, tout le monde peut contribuer des idées, on les pré-trie et on a eu de bonnes expériences avec. Avec le temps, les gens se mettent dedans, ils ont de bonnes idées, ils voient des choses que peut-être nous, au centre, on ne voit pas forcément. Nous essayons aussi de mettre en place une collaboration interrégionale. Par exemple, on a un projet scientifique sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité avec des instituts de recherche tessinois. On a beau avoir notre QG à Berne, mais ça ne veut pas dire qu'on est une entreprise bernoise, on est une entreprise suisse, et pour cela, il faut avoir des collaborations avec toutes les régions. Et aussi, finalement, nous avons beaucoup d'échanges avec des autorités. Ça aide notamment beaucoup à la cyberdéfense. On a des échanges fréquents, que ce soit avec le GovCert, le MICERT, Switch, NSCS, comme on a mentionné avant. Et tout cela aide nos équipes de cyberdéfense de réagir rapidement, de savoir quelles sont les menaces et de collaborer. Maintenant, question pour le CISO. On a parlé de ces Security Champions tout à l'heure. Oh, est-ce que ça ne change pas de diaporama? Tu es déjà sur la Non, non, Donc, c'est pas... la sécurité, elle vit d'un réseau de personnes à l'intérieur d'une entreprise qui veut participer. Et il faut notamment trouver ces personnes. Il ne faut pas convaincre les personnes de faire quelque chose pour la sécurité, mais surtout de les trouver. C'était à travers des lunchs, des coffee breaks que je cherchais les personnes qui étaient venues pour le thème et je leur donnais la possibilité de faire un impact sur l'entreprise. Et c'est comme ça que ce programme de Security Champion est démarré. C'est quelque chose qui était déjà en sorte dans l'entreprise. Il y avait déjà des personnes qui s'en occupaient du thème, mais ils le faisaient à l'ombre. Et c'est à travers de les trouver et de collaborer qu'on a démarré ce programme. Et ensuite, on a aussi pas mal d'entreprises qu'on détient, de petites PME. Comment peut-on gérer la sécurité de ces entreprises? Surtout pas de les demander d'avoir la même barre de sécurité haute comme dans toute la poste, mais d'avoir un processus qui permet aux PME de faire une sécurité qui est adaptée à
taille. Chez nous, nous avons dit que nous faisons la sécurité d'une manière centraliste, comme une cuisine où on fait les repas à échauffer dans les petites entreprises. De sorte qu'il peut faire la sécurité dans, disons, 9-10 jours par année et d'achever un niveau de sécurité qui est, disons, qui est standard, qui permet de défendre les données. C'est aussi au centre qu'on s'engage avec les failles de sécurité, les interventions. C'est quelque chose que nous organisons pour les PME, que eux, notamment, n'ont pas les mesures de le faire. C'est aussi un partenariat important, une sécurité participative qui joue. Et maintenant, nous arrivons au Je point Je m'excuse juste de vous interrompre. On a déjà passé les 20 minutes. Il faudrait arriver gentiment Voilà. À la fin. C'est le dernier point, en fait. Denis, tu veux commencer avec les points de questions? Denis? Oui, je suis là. Tu veux qu'on se lance directement dans les questions? Si ça vous convient. Okay. Vous avez Alors, merci. Désolé, hein, j'ai aussi un rôle de timekeeper. Non, pas de souci. Pas de souci. On a une première question d'Amina Bousma qui est un peu technique. Je ne sais pas si vous aurez la réponse. La Poste gère des sites de secours pour ses clients. Comment faites-vous pour éviter la propagation d'une intrusion dans le cadre de la redondance de serveurs? Alors, la demande est comment est-ce qu'on peut empêcher une attaque qui vient sur un des serveurs qui se propage sur l'ensemble. Ouais. Notre sécurité a des couches qui sont contrôlées. C'est comme dans un bateau qu'on peut mettre les murs entre les serveurs et les autres pour contrôler. Ça empêche qu'une attaque se propage. C'est aussi avec une sécurité de endpoint forte qu'on peut empêcher qu'un virus sur un endpoint, comme un laptop, etc., se propage sur l'ensemble. Notamment aussi dans le phishing. Si nous avons une détection de phishing mail, d'attaque sur les employés, et le filtre est établi de manière que la première personne qui s'aperçoit en phishing peut le rapporter, et on peut filtrer toutes les attaques tous les mails du même attaque. Et comme ça, on peut empêcher qu'une attaque qui est ciblée vers plusieurs employés se déclenche sur tous les laptops. Alors, on filtre, c'est ce qu'on a vu. Voilà. Merci. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Ah, voilà. J'en ai une de Claude Alain Ferry. Est-ce que la Poste utilise un ou des frameworks de sécurité standard, ISO, NIST, et êtes-vous certifié? Le groupe Poste est certifié ISO 27001. Il a aussi des certifications des marchés, comme la Payment Card Industry Data Security Standard, la sécurité de SWIFT, de la domaine de Digital Health, etc. C'est justement avec ces standards qu'on travaille. Et vous les trouvez aussi dans la brochure que Natalia vous a montrée sur www.post.ch, soit sur nous, Information Security. Voilà. Merci. J'attends les questions suivantes, sinon j'en pose une, si tu me permets. Voilà. Donc, tu as montré tout ce que vous faites quand tu as un mail à
à plusieurs centaines de personnes, le risque qui se retrouve à l'extérieur est relativement élevé. Est-ce que d'être aussi transparent, ça ne génère pas un risque au niveau de la sécurité en donnant des indications aux hackers où c'est qu'ils peuvent aller attaquer les systèmes de la Poste? Il faut justement trouver les failles avant qu'ils soient utilisés. C'est aussi dans le programme de Bug Bounty qu'on travaille ensemble avec les hackers et qu'on met le point sur la résolution d'une faille. Et c'est dans ce processus qu'on décide quand est-ce qu'on présente la faille au public, par exemple. Comme nous avons fait dans l'interview avec Le Temps la semaine passée, par exemple. D'accord, merci. Une autre question. Vous avez plusieurs fois évoqué le terme cyberdéfense. Conduisez-vous vraiment des actions ou initiatives de contre-attaque offensive ou active face à des attaques d'une certaine ampleur ou d'importance? Collaborez-vous avec les autorités pour ce faire? Alors, les attaques envers nous, on les rapporte aux autorités, toujours. Mais comme entreprise de notre taille, nous avons aussi des red teaming exercises. Donc, nous avons aussi des employés qui sont entraînés en attaquant nous-mêmes, de faire une simulation d'attaque envers nous. Et nous entraînons aussi avec des équipes, des spécialistes externes pour nous défendre envers des attaques. Par exemple, ce week-end, nous nous sommes entraînés avec un spécialiste externe pour nous défendre de denial of service attacks. Et vu que vous n'avez pas vu des dégâts sur les prestations de la Poste, ça veut dire qu'on était capable de nous défendre. Voilà. Merci. Je me permets Oui. de rajouter une chose. Je pense que la question, c'était est-ce qu'on contre-attaque? Et justement, on contre-attaque. Non. C'est la cyberdéfense. Défense. Nous ne sommes pas le militaire, c'est à eux de nous défendre. Voilà. Claire. Celui qui a posé la question vous remercie. Encore une question de Michael Platten. Que faites-vous par rapport aux risques qui viennent de l'interne? C'est pas la sécurité n'est pas un château où les bons sont dedans et les méchants sont dehors. Ça, nous sommes pas aveugles aux attaques à l'interne. C'est pas les murs qui définissent la sécurité, disons. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Pas le cas, sinon je propose de passer un prochain intervenant. De toute façon, à la fin, vous revenez. Hein. Oui, voilà. Des questions, le temps qu'il y a. Donc, nous passons à M. Frédéric Gaudin, qui est RSSI au CIGES à Neuchâtel depuis 2019. À ce titre, il est responsable des institutions de santé du canton. Après 8 ans de service dans la marine de guerre française, il s'est reconverti dans l'informatique en 2001 et s'est spécialisé dans la sécurité informatique en travaillant pour le SSII de Cap Synergie à Paris. Il est arrivé en Suisse en 2005 et a travaillé pendant 5 ans pour API en tant qu'ingénieur système. En 2011, il a pris le poste de responsable système et réseau au sein du service informatique du canton du Jura, puis est nommé responsable de la sécurité opérationnelle en 2018. Voilà, Frédéric, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, je vais mettre la fenêtre. Voilà. Est-ce que vous voyez ma fenêtre? C'est bon? Oui, c'est tout bon. Tout comme Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc pour mon intervention, j'ai souhaité traiter les enjeux de la communication externe pour les hôpitaux. Et à ce titre, je vais commencer par brosser un petit peu un paysage, une vue du paysage qu'on rencontre à ce niveau-là. Je me suis focalisé sur les hôpitaux. On aurait pu prendre d'autres institutions, mais ça aurait été plus complexe. Pour commencer,
au niveau de la numérisation, en fait, la numérisation dans les hôpitaux, c'est quelque chose d'encore assez récent. Si on prend RHNE, en 2010, on avait encore beaucoup de traitements papier. Les principaux documents numériques qu'on utilisait étaient de l'imagerie médicale. Et on voit qu'il a fallu attendre 2014 pour mettre en place le dossier patient informatisé. Et on voit qu'on a raccordé différents traitements informatiques au fur et à mesure. À cette époque-là, c'était encore assez simple. On était dans un contexte qui était bien cadré, qui était dans le cadre de l'entreprise. On avait assez peu d'échanges avec l'extérieur. Donc, comment on devait déclarer des traitements, mais ça se faisait encore beaucoup de manière manuelle. On avait peu de traitements automatiques. À partir de 2020, on a vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui a évolué. Et on voit, depuis que je suis arrivé, en tout cas, je vois une très forte évolution de la numérisation au sein de l'hôpital. On voit une explosion des demandes, on voit de plus en plus de besoins d'échange avec l'extérieur. Et là, je vous ai mis quelques petits exemples. On voit par exemple de plus en plus qu'on est exposé à l'IoT, à l'Internet des objets. On voit par exemple que pour les pacemakers, on a de plus en plus des applis connectées qui demandent de transférer les informations des patients. Il y a les appareils également pour les apnées du sommeil qui transmettent des informations, la prise de glycémie. Ces appareils sont connectés en Bluetooth, en Wi-Fi, on parle de 5G, etc. Et de plus en plus, notre périmètre en fait est en train de s'étendre. Donc on a un flou en fait autour du périmètre à sécuriser et on a de plus en plus de demandes pour un échange de données avec des partenaires externes. Tous ces appareils fonctionnent en plus dans le cloud, donc on est exposé en fait à des traitements externes. Et dans un contexte d'institution publique, cette partie-là est un peu complexe. On y reviendra un petit peu plus tard. Et l'intégration au système d'information clinique, donc là où vous avez vraiment toutes les applications et logiciels de l'hôpital, on demande de plus en plus à ce que ces appareils soient connectés. On a des demandes des médecins, on a de très fortes incitations aussi des patients, donc ça devient un peu compliqué. Si on se penche un petit peu sur l'évolution du périmètre et puis de l'avenir, j'ai figuré à gauche en fait l'hôpital et puis à droite la maison du patient. Et on voit que de plus en plus maintenant, on a des échanges entre le patient et l'hôpital. On va avoir besoin d'échanger des informations, des choses comme ça. La télémédecine aujourd'hui, c'est une réalité. Notamment avec le Covid, c'est quelque chose qui est en train de prendre un grand essor. On a beaucoup de demandes dans ce domaine-là. On voit que ça arrive. Ça, c'est quelque chose qui va arriver très fortement et sur lequel il va falloir mettre en place des solutions. On a également le self-quantifying, en fait, la prise d'informations personnelles. On a vu ces petits appareils, les gens qui sont de plus en plus à se mesurer, à regarder ce qu'ils font. Donc là aussi, on a un périmètre de traitement avec des données sensibles. On se retrouve aussi avec un patient qui est acteur de sa santé, mais qui est également un prescripteur, c'est-à-dire qu'il va nous demander de mettre des choses. Il va comparer avec d'autres hôpitaux, avec d'autres institutions de santé, et il va nous dire, voilà, là je peux faire ça, je voudrais mettre tel appareil, et nous on doit prendre en compte ceci dans notre écosystème. Donc ça devient un peu compliqué. Par ailleurs, au niveau de l'hôpital, on commence à pouvoir poindre des applications qui utilisent de l'intelligence artificielle, notamment pour tout ce qui est en imagerie médicale, le traitement d'imagerie médicale. Donc là, pour faire de l'intelligence artificielle, on se base sur des données qui peuvent être externalisées, qui sont externes ou qu'on peut transmettre. On a également la problématique en fait, des véhicules d'intervention qui sont de plus en plus connectés. On se retrouve avec des ambulances qui maintenant peuvent transmettre des informations. On a des appareils qui donnent un état du patient en continu. On peut connecter directement un médecin sur ces appareils qui permettent de voir en fait l'état du patient et puis de préparer en fait son arrivée aux urgences. Et bien sûr, tout ça, les médecins nous disent c'est super ce que vous faites, c'est très bien, mais maintenant il faudrait qu'on l'ait dans un système d'information clinique. Et ce qui fait le lien là-dessus, alors je fais un petit clin d'œil à la Poste, c'est qu'on va mettre maintenant nos données aussi dans le dossier électronique du patient suite à la loi qui est passée et on transfère une partie de nos informations au niveau de l'infrastructure du dossier électronique du patient. Donc il y a aussi une transmission de données à ce niveau-là. Dans les enjeux, on a plusieurs problématiques. On a la confidentialité, la sécurité, la protection des données.
et surtout, en fait, on se doit de conserver la confiance de nos patients. Ça, c'est un des enjeux vitaux pour un hôpital, c'est que nos patients doivent avoir confiance dans ce qu'on fait de leurs données et dans un traitement. Donc, là, je vais faire un petit peu écho à la présentation d'Anne Lupfer tout à l'heure. On parlait déjà de confidentialité, d'assurer que les données ne soient pas accédées par n'importe qui, que les données restent intègres et qu'elles soient pertinentes, qu'elles soient disponibles. C'est embêtant si on traite un patient et qu'on ne puisse pas accéder à ces informations lorsqu'on en a besoin. Et puis, de garantir la traçabilité des accès. Ça, pour moi, c'est un point qui est important parce que c'est aussi à la fois une traçabilité des intervenants externes, mais aussi la traçabilité des intervenants internes. C'est-à-dire que on va garantir également que ce n'est pas parce qu'on a accès au système d'information clinique qu'on peut voir tous les dossiers de tous les patients. Donc, il y a des commissions qui existent pour ça, où on va regarder qui peut accéder à quoi, et puis il faut mettre de la sécurité à ce niveau-là. Je vais rappeler aussi qu'on a des aspects éthiques. Nos aspects éthiques remontent à très loin, hein. On parle du serment d'Hippocrate. Et j'ai ressorti une petite phrase à ce niveau-là qui ressort en fait, que j'ai trouvée sur Internet. Alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs versions, mais je trouvais qu'elle était assez pertinente. Quoi que je vois ou que j'entende dans la société pendant l'exercice ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a pas jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir dans un pareil cas. Donc on voit que dans le domaine de la médecine, la confidentialité est vraiment un besoin essentiel et on doit faire très attention aux données qu'on nous confie. Je vais faire une petite digression sur la particularité de l'externalisation des données pour les institutions publiques, parce qu'on n'est pas soumis en fait, aux mêmes droits en fait, que les instituts privés. On a des obligations à respecter. À Neuchâtel, c'est la Convention intercantonale sur la protection des données. Et à ce titre, on doit respecter certains éléments lorsqu'on va transférer des données à des partenaires externes. La première chose, c'est que le fournisseur d'un service externalisé est un sous-traitant. Alors, à ce titre, on pourrait aussi considérer que des informations qu'on transmet à d'autres personnes sont aussi dans ce cadre-là. C'est-à-dire que là, il faut qu'on mette aussi des équivalences en termes de contrats. Ça peut être un peu plus compliqué, mais en tout cas, on parle de sous-traitants. Donc, ce qui est précis, c'est qu'on doit vraiment avoir un contrat. On ne doit pas signer, par exemple, des CLUF, hein, comme c'est le cas pour certaines applications dont je parlais tout à l'heure pour la prise d'informations sur soi. On doit vraiment avoir un contrat spécifique. Puis, on doit établir une capacité d'audit. Ça, c'est important pour pouvoir vérifier que tout est en ordre. Les données doivent être chiffrées. Alors, techniquement, on doit ramener notre propre clé. Dans les faits, c'est encore pas le cas. C'est quand même compliqué. On a de la peine à établir ça. Donc, les aspects en fait, de traitement des données doivent être repris en fait, dans les contrats. Donc, ça, c'est un élément qui est aussi important, qu'on doit vraiment traiter dans les contrats. Quelle est la responsabilité sur le traitement des données? Comment elles sont traitées? Comment elles sont effacées? Comment on va se retirer comment on va garantir qu'en fait, à la fin du contrat, on puisse récupérer nos données? Le stockage des données doit se faire en Suisse ou dans un pays reconnu comme équivalent. C'est le cas. On essaye de le faire en Suisse. La majorité des cas, on se retrouve avec des services qui sont externalisés en Europe parce qu'on est dans le médical et que les entreprises, la plupart du temps, stockent leurs données dans des pays qui sont soumis au GDPR. Et puis, un point qui est important pour nous, c'est qu'on doit informer et obtenir le consentement éclairé des patients. C'est-à-dire que quand on va faire un traitement externe et qu'on doit donner des données d'un patient à l'extérieur, on doit obtenir leur consentement. C'est-à-dire que ça va passer soit par une déclaration, soit un papier qui signe, quelque chose comme ça. Et puis, on a une obligation qui est formelle, celle-ci, c'est de déclarer tous les fichiers et traitements auprès du préposé à la protection des données et à la transparence au niveau du canton. On doit également aussi s'approcher du service juridique parce qu'il y a une évaluation de l'enjeu. Dans le cas précis qui m'intéresse, c'est que les données appartiennent à l'hôpital. C'est donc l'hôpital qui est responsable en fait, de la délégation de traitement et à ce titre, c'est le service juridique qui souvent donne le go ou pas. Je voudrais traiter un petit peu aussi des outils de la confiance qu'on peut mettre pour justement fiabiliser en fait, ces contrats et comment on peut faire pour donner des garanties lorsqu'on traite des données avec des partenaires externes. Avant la signature du contrat, la première chose, c'est d'identifier les données qu'on va transférer, c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'on va leur fournir. Est-ce que ce sont des données sensibles? Quelles sont les natures des données sensibles? Est-ce qu'on peut les anonymiser? Est-ce qu'on peut apporter quelque chose qui va minimiser l'impact au niveau des données pour un patient?
On a quelque chose qui s'appelle le questionnaire de sécurité H+, en fait, qui est fourni par la fêtière des hôpitaux, qui est justement H+, et qui reprend plusieurs questions de sécurité qu'on utilise justement pour déterminer en fait l'appétit du partenaire en fait au niveau de la sécurité informatique. Par ailleurs, on a également la possibilité de demander si le partenaire a des certifications de sécurité, si ils sont ISO, s'ils ont des frameworks dont on parlait tout à l'heure. Et puis, est-ce qu'ils ont aussi des résultats d'audit? Ça, c'est quelque chose qui commence à venir. Il est assez facile maintenant de signer un NDA et puis d'obtenir des résultats d'audit ou de conformité de certains partenaires qui nous donnent une certaine transparence par rapport à ça. On a eu notamment le cas avec une société qui fait des pacemakers qui s'était faite exposer dans le cadre d'une Black Hat à Las Vegas et qui, suite à ça, a développé en fait un programme de communication sur les mesures de sécurité qu'il faisait. Ça se rapproche assez du point qu'évoquait La Poste tout à l'heure sur la confiance et la transparence. Et puis, on peut également faire des audits, des pen tests. Si on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, peut-être un flou ou quelque chose, c'est quelque chose qu'on peut également mettre en place. Au niveau de la signature du contrat, tout à l'heure, Anne Lupfer parlait des SLA, définir des cadres contractuels. On peut définir également des clauses contractuelles au niveau de la sécurité de l'information et de la protection des données. On peut définir des accords de non-divulgation. On peut définir plusieurs choses qui permettent justement de garantir la sécurité et puis de mettre en place un cadre de confiance. Un point très important aussi, c'est de définir en fait les droits et les conditions d'accès. Là, je parle de PAM, en fait, de gestion des accès à privilèges. Mais ça veut dire également que ça va se refléter également dans les SLA. Ça veut dire que, par exemple, un partenaire ne va pas, s'il a besoin d'accéder à quelque chose, il ne va pas y avoir accès en permanence. Si on doit lui transférer des informations, il faut lui transférer les informations minimum auxquelles il a besoin. On ne va pas lui donner tout, en fait. Donc, c'est des éléments qu'on doit évaluer, qu'on doit définir au niveau du contrat. Négociation aussi des clauses de responsabilité et des pénalités, c'est important parce que même si on veut établir un contrat de type partenariat, ce qu'on va essayer de faire également, c'est de dire en fait qu'est-ce qu'on va faire s'il y a quelque chose qui se passe mal. Donc il faut aussi prévoir les cas où ça se passe mal et définir ces éléments dans le contrat. Et un point important, c'est également de définir les rôles et responsabilités de chacun, définir comment on va traiter ces éléments, qui a accès à quoi, et comme ça, de façon à ce que ce soit bien clair après dans la suite en fait de la relation. Et puis durant le mandat, on peut développer le partenariat. Je parlais vraiment de partenariat parce qu'on a établi des clauses auparavant qui permettent de s'assurer de la confiance, mais la confiance, c'est aussi une relation avec le partenaire, c'est de faire régulièrement des réunions, se rencontrer, voir ce qui marche pas. Dans la santé, on a une culture positive de l'erreur, donc on ne va pas non plus flinguer le partenaire dès qu'il y a un problème. En général, on va essayer d'en discuter, voir si ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Donc, c'est important aussi d'avoir cette culture du partenariat. Mettre ensuite des points de vérification. On a mis plusieurs points auparavant. On a dit qu'on voulait faire aussi des capacités d'audit. Ça va dans ce sens-là. C'est de mettre en place ces outils de la vérification, c'est de s'assurer que tout se passe bien, que les accès sont bien contrôlés, qu'il n'y a pas de soucis comme ça. Donc ça permet aussi de donner un peu d'éléments de ce côté-là. Je vais traiter également de la gouvernance, parce que ça, c'est un cadre qui est important en fait. C'est ce qui va encadrer en fait le fonctionnement en termes de la sécurité, qui va dire comment on peut la mettre en place. Un point important pour moi, le RSSI, il n'est pas seul à la barre. Pour moi, c'est un chef d'orchestre. On a une responsabilité, on porte la responsabilité de la sécurité de l'information, mais on n'est pas tout seul. Tout à l'heure, j'entendais La Poste qui parlait vraiment d'échanges, de mettre des champions de la sécurité, des choses comme ça. On doit aussi collaborer avec le métier, on doit prendre en compte les avis des uns et des autres, et c'est super important de façon à pouvoir assurer la sécurité de manière efficace. La première chose à faire, en fait, en termes de gouvernance, c'est de mettre en place des textes réglementaires, des politiques générales de la sécurité du système d'information en termes stratégiques, des politiques de sécurité du système d'information au niveau plutôt tactique, des règlements, des éléments qui peuvent revenir en fait des services qui vont nous remonter des informations. Et ces éléments, il faut que ça s'applique à tout le monde, y compris aux partenaires externes, ainsi qu'aux informaticiens, de façon à ce que la sécurité soit bien assurée. C'est-à-dire, on ne va pas faire des exceptions parce que la personne est externe ou qu'il a des privilèges ou des choses comme ça.
il y a un élément aussi qui est assez important, c'est s'appuyer sur des commissions. Donc, j'ai cité quelques commissions. Bon, établir une commission de sécurité, c'est important parce que ça permet de se relier au métier et puis d'entendre leurs besoins et leurs plaintes également. Parce que nous, on va arriver avec des éléments qui sont parfois assez forts, mais on voudrait également que ça se passe bien et puis qu'on n'ait pas trop de soucis. La commission architecture, c'est ce qui va permettre de définir les moyens en termes de sécurité active et puis dans les processus de façon à ce que tout se passe bien. Et puis la partie protection des données, c'est là où on va voir un peu quels sont les enjeux, comment on va pouvoir dire qu'est-ce qu'on va échanger comme données, on va nous poser des questions sur comment transférer certaines informations, est-ce qu'on peut les transférer. Donc là, il y a la commission de la protection des données qui rentre en compte. Là-dedans, il faut faire la pesée d'enjeux, c'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure de règlements qui sont très stricts. Dans certains cas, c'est pas possible. Donc, on est obligé en fait de regarder en fait comment on peut faire. Et puis, si par exemple on doit transférer des données à l'extérieur et puis que c'est pas forcément autorisé parce que ça correspond pas exactement à ce qui correspond à la convention intercantonale, eh ben, on peut dire que dans l'intérêt du patient, on engage la responsabilité de l'hôpital et puis on y va. Ça, c'est aussi une chose. Il y a un partage de responsabilité également qui se fait à ce niveau-là, c'est-à-dire que tout le monde engage sa responsabilité et l'hôpital en premier lieu. La conformité avec les lois et les textes propres au service public, c'est ce que je disais au-dessus, c'est savoir y déroger dans l'intérêt du patient. Souvent, les textes qu'on a au niveau du service public nous pénalisent lorsqu'on veut employer des solutions technologiques modernes. On parle d'intelligence artificielle, on parle de délégation d'informations dans le cloud, de traitement dans le cloud. C'est pas toujours évident. Dans le domaine médical, aujourd'hui, on n'a plus le choix. On se retrouve avec des partenaires et des fournisseurs qui nous disent non, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de traiter les informations à l'interne, donc on est obligé de prendre en compte et pour l'intérêt du bénéfice du patient, on est obligé des fois de déroger à ces règles et de le notifier au préposé, cela va de soi. Et puis, je notais également la qualification des données, on l'a déjà dit avant, mais c'est hyper important de savoir quelles sont les données qu'on a déléguées, avoir cette cartographie des données qu'on a transmises, parce qu'en cas de fuite, il faut savoir ce qu'on perd également. On l'a vu, on peut très bien se retrouver exposé à une attaque par l'intermédiaire d'un partenaire. On a transféré des informations, les informations fuitent, on n'est pas responsable, il n'y a pas eu d'attaque chez nous, mais ces informations vont se retrouver dans la nature. Donc là, il y a quand même quelque chose d'important au niveau de la cartographie des données, savoir ce qu'on a, où est-ce que c'est positionné et comment c'est fait. Et puis, important, c'est, je voyais, il y avait des collègues des cantons qui étaient là dans la liste des assistants tout à l'heure, c'est privilégier l'échange avec ses pairs également, s'appuyer sur de l'expertise externe également. Les échanges avec les pairs, au niveau des hôpitaux, ça se matérialise par exemple avec le groupe HIL, où on communique entre les RSSI des hôpitaux publics et on échange de l'information, notamment sur les partenaires, sur la perception. Est-ce que vous avez telle solution chez vous? Ça marche comment ça s'est fait? Ça nous permet d'avoir aussi de l'info. Ça nous permet aussi de savoir quand il y a quelque chose qui se passe mal. Et puis, l'expertise externe, on n'a pas tous la science infuse, on n'a pas forcément le temps de tout traiter, et c'est fort important de s'appuyer sur des gens qui ont ces connaissances, de solliciter de sociétés externes qui peuvent nous aider, et justement de bien prendre tous les enjeux à ce niveau-là. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. J'espère que je n'ai pas parlé trop rapidement. Je n'ai pas fait attention à combien de temps j'ai passé. Je vais rendre la main. Pile dans les temps. Merci, Frédéric. Il y a déjà... vous pouvez remettre votre image, que tout le monde vous voit. Oui, je suis désolé, ça a sauté quand j'ai mis la présentation. Première question de Christophe Chavaya. Voilà. Une question extrêmement intéressante, je trouve. Question de Christophe Chavaya. Est-ce que vous utilisez des services cloud de type Azure ou Amazon pour stocker des données sensibles? Non. Deuxième partie. Je pose quand même la deuxième partie. Si oui, quel type de mesures techniques vous mettez en place pour répondre à la problématique du Cloud Act? Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'a pas vraiment d'exposition à travers ça. J'ai eu un cas où on a discuté pour un
avec un partenaire externe pour un service externe qui était hébergé chez Google. Donc on avait un truc comme ça, et au début, ils voulaient nous mettre sous le droit irlandais au niveau du GDPR, et on a insisté fortement pour qu'ils passent sur Google Suisse avec un stockage des données à Zurich. Donc on a vraiment insisté pour avoir ça, mettre les informations dans un contrat. Alors j'entends effectivement que l'extraterritorialité, c'est un peu compliqué, de la loi américaine s'applique à ce niveau-là et qui pourrait demander, mais dans le contexte précis, les informations qui sont contenues ne devraient pas tellement intéresser nos amis américains de ce côté-là. Je n'ai pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Donc en termes d'impact de données, ça allait, et puis en termes de mesures, on a vraiment exigé que ce soit au niveau de Google Suisse qu'on ait ces informations. D'accord, merci. Une question de Marcus Even. Est-ce que vous avez assez de moyens pour organiser des audits de sécurité régulièrement? J'y travaille. J'ai déjà organisé des audits de sécurité. J'ai eu des informations. On a déjà pu faire en tout cas un audit. C'est plutôt au niveau maintenant des projets, en fait. Ce que j'essaye de travailler, c'est dans les projets, et quand je vois qu'il y a un audit à déclencher, je vais essayer de le faire sur le projet pour que ce soit pris dans le coût du projet à ce niveau-là. D'accord, merci. J'ai pas d'autres questions dans le chat, alors j'en pose une. J'ai toujours des questions préparées. On sait un peu tous comment fonctionne un hôpital avec des cliniques qui ont une certaine indépendance et des médecins qui veulent absolument le dernier cri. Comment vous gérez les volontés des médecins par rapport aux besoins de sécurité? Alors, j'ai des exemples comme ça, notamment avec un professeur auquel je pense, qui a vraiment un appétit pour toutes les nouvelles technologies, et ça passe beaucoup par du dialogue. On se rencontre souvent, il sait que j'existe, déjà, c'est déjà pas mal, et souvent, il prend contact avec moi, et j'ai remarqué que depuis mon arrivée maintenant, au début, c'était un peu compliqué, et maintenant, je suis systématiquement sollicité en fait par la Biomède, en fait par le département qui s'occupe des appareils médicaux, lorsqu'ils savent qu'il y a une exposition externe ou lorsqu'ils savent qu'il va y avoir du transfert, un échange de données. Donc, je dis pas que tout est résolu, je dis pas que tout est parfait dans le meilleur des mondes, mais au moins on a une capacité de dialogue et une capacité d'échange. Et j'ai été agréablement surpris réellement de l'écoute en fait des médecins par rapport aux points de sécurité, et puis j'essaye de donner la même écoute, et puis on essaye de trouver un chemin qui converge justement pour arriver à trouver la meilleure solution. Merci. Toujours pas d'autres questions, donc tout était très clair, je pense. Peut-être, Monsieur Chavaya, on voit souvent des écrans non verrouillés lors de visites médicales. Est-ce que Alors, vous arrivez à faire changer les habitudes, sachant qu'il y a des données médicales personnelles? oui, alors on y travaille. C'est justement, je suis en train de travailler justement sur les politiques générales de sécurité. On est en train de mettre ces éléments en place. Il y a deux axes en fait, hein. Le premier axe, c'est un élément vraiment organisationnel avec des documents, des textes, des choses comme ça. Puis il y a un aspect technique qu'on est en train de travailler également pour la mise en place de moyens techniques pour aider les soignants en fait. L'idée, c'est pas d'arriver avec le gros bâton et puis de les embêter en disant vous n'avez pas fermé votre session. C'est de mettre des moyens qui leur permettent en fait de se loguer facilement et se déloguer facilement en fait. Idéalement, je comprends qu'en fait un médecin, j'ai déjà eu des séances où je me suis retrouvé avec un professeur qui avait un souci en fait avec un patient qui a dû foncer parce qu'il a dû intervenir sur le patient. Il m'a planté, il n'a pas verrouillé son écran, et je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il y avait une urgence médicale derrière. Donc, dans un cas comme ça, c'est à nous de les aider et puis de trouver des moyens techniques en fait, qui permettent à l'écran en fait, de se verrouiller tout seul. Et puis, de mettre en place des moyens techniques qui aident vraiment les soignants. C'est dans ce domaine-là plutôt que moi je vais travailler, plutôt que de sortir le gros bâton. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour Frédéric Gaudin? Si ce n'est pas le cas, je propose que tous les intervenants reviennent avec l'image et le son. Donc Anne, Marcel, Natalia. Et j'ouvre la discussion, c'est-à-dire que n'hésitez pas à poser des questions dans le chat à chacun des intervenants, des questions générales. J'ai encore une question de M. Chavaya que je n'ai
pas posée, qui est venue après pour Anne. Normalement, il ne faudrait pas payer de rançon. Malgré ceci, que pensez-vous d'avoir un négociateur pour le prix de la rançon? Certains secouent la tête. Tout le monde secoue la tête. Alors, de mon expérience, effectivement, il ne faut pas payer la rançon. Mais je connais aussi des cas de sociétés qui se sont retrouvées avec les données vitales rançonnées et sans quoi elles ne repartaient pas, elles mettaient la clé sous la porte. Donc, dans ce cas-là, les rançons ont été payées. Maintenant, la négociation, je ne sais pas s'il faut faire appel à un négociateur, ça sert à quelque chose. Je connais quelqu'un mais c'était il y a quelques temps, donc les attaquants sont un peu plus professionnels maintenant, mais avaient réussi à avoir une rançon très très basse en disant que c'était ses photos de vacances avec ses enfants et il avait amadoué l'attaquant. Mais en soi, y a pas, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. La bonne réponse, ça serait de ne pas payer les rançons pour essayer d'arrêter ce rançonnage systématique et ce chantage. Mais d'un autre côté, quand c'est la survie de l'entreprise, je ne sais pas. Marcel. J'ai lu une statistique qui démontre que 70% des entreprises qui payent des rançons sont pris otages plusieurs fois. Ouais. Parce que les attaquants s'aperçoivent que c'est une entreprise qui paye. J'ai aussi lu, oui, tout à fait. Et j'ai aussi lu la statistique que payer la rançon faisait qu'au total, après réparation, on dépensait énormément plus d'argent que quand on ne payait pas et qu'on se débrouillait tout seul. Et puis, ce sont des criminels à la fin. Est-ce qu'on croit vraiment qu'ils font ce qu'ils disent à la fin? J'ai aussi vu des attaques où on payait et on ne recevait pas la clé. Voilà. Alors, et puis, la clé est foutue, mais aussi les données sont foutues, mais aussi l'argent qu'on a payé. Et puis, il y a une double peine également maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, la phase avant le chiffrement, il y a une extraction de données. Donc, les gens récupèrent les données, même s'ils remettent la clé, c'est cool, on vous redonne la clé, mais c'est pas grave, les informations vont quand même fuiter sur le darknet. Donc, on se retrouve avec eux, ils se font 2 fois plus d'argent en ayant à la fois récupéré la rançon et financer, en fait, rentabiliser en fait les données qu'ils vont vendre sur le darknet. Donc, à mon avis, c'est vraiment une mauvaise option. Maintenant, c'est vrai que quand on n'a plus rien et qu'on ne sait plus comment s'en sortir, voilà. Il faut savoir aussi que beaucoup d'entreprises qui ont été piratées, il y en a beaucoup qui mettent la clé sous la porte après 2 ans parce qu'ils ne se remettent jamais complètement d'une attaque informatique, quoi. Oui. Il faut travailler avec la police et si la police dit qu'on doit payer afin de prendre les criminels, voilà, c'est l'exception. Mais c'est la police qui décide si on paye oui ou non. C'est pas l'entreprise. Je dirais jamais de payer les... C'est mieux d'investir les sous dans la protection des données que sur le marché noir. Merci. Peu de questions, donc tout est clair. J'ai pas de questions dans le chat. Moi, j'en ai quand même une, mais c'est intéressant. Ah, il y en a une qui est arrivée. Alors, je coupe ma question. C'est Monsieur Avassad. Non, je pensais à un représentant de l'Avassad. De quelle manière avez-vous mis en place un programme de sensibilisation auprès de vos collaborateurs e-learning formation interne? Combien de fois vos collaborateurs sont-ils sollicités pour le programme de sensibilisation? Donc, un refresh. Peut-être Monsieur Gaudin, puis après Marcel ou Natalia. Alors, moi, c'est en plein dans le projet. Hein. Je débute vraiment le projet de sensibilisation au mois de janvier. L'idée, c'est de partir sur des formations courtes, en fait, parce qu'on a un souci. Si on sollicite les médecins, on ne peut pas les solliciter tout le temps. Donc, il faudrait faire plutôt des pastilles courtes de 5-10 minutes et puis leur mettre à disposition sur des plateformes, en fait, qu'ils peuvent consulter à toute heure de la journée, en fait, parce qu'on a un médecin a une vie un peu folle. C'est des gens qui ont l'habitude aussi de travailler en dehors des heures. Et l'idée, c'est de pouvoir leur mettre ces pastilles à disposition en doublant en même temps encore avec un programme de sensibilisation à travers des tests de phishing et des choses comme ça.
et puis mettre en place encore une politique, une culture positive de l'erreur également à ce niveau-là. Donc c'est un peu les pistes aujourd'hui qu'on a évoquées. Et en termes de récurrence, on dit qu'il faudrait quand même que les personnes puissent suivre plusieurs fois en fait des programmes de sensibilisation pour qu'ils puissent les intégrer. Donc l'idée c'est plutôt des pastilles courtes avec une récurrence en fait de la sensibilisation de façon à ce que ça rentre, parce que si on fait un gros programme de 20 à 30 minutes et qu'on le fait une fois par année ou une fois tous les 2 ans, les gens ont tendance à oublier et puis ils vont pas être forcément... la répétition est importante. Merci. Marcel, tu veux ajouter quelque chose? Chez la PES, on fait un programme de sécurité, d'awareness chaque année. Ce sont plutôt 5 à 10 minutes chacun pour sensibiliser de la sécurité informatique. Et si on ne passe pas, on coupe l'accès à Internet. Donc, c'est tout le monde qui le fait. Et j'avais des cas, des autres cadres qui se font couper de l'Internet, qui ne croyaient pas que ça les touche aussi, dans les très hauts cadres, disons. Et du coup, on fait aussi du phishing, et on fait des phishing attaques ciblées et envers chacun. Aussi pour mesurer disons, le niveau de protection qu'on a. On est désormais encore dans une zone rouge où il y a trop de monde qui se font prendre par le phishing. Mais disons, le training plus grand de sensibilisation chez nous, c'est le bug bounty avec les hackers. Ça, on a toujours parlé de gamification, de travailler avec les développeuses, et à la fin, c'était le bug bounty qui a rapporté ça. Maintenant, on a les voleurs acharnés, les attaqueurs qui trouvent les failles, et les développeurs qui doivent les résoudre, et ils sont dans une compétition là. Et ça, c'est le programme plus efficace qu'on a trouvé. Ce n'est pas notamment un programme de sécurité awareness, mais il est quand même. Voilà. Merci. Une autre question de Frédéric Chollet, peut-être pour vous, Anne. Que pensez-vous des assurances de protection des cyberattaques? C'est une question compliquée parce que le marché de la cyber assurance est en train d'évoluer. Je dirais que c'est peut-être encore le moment de souscrire une cyber assurance. Il y a quelques temps, il demandait très peu de garanties et il couvrait beaucoup de dommages. Aujourd'hui, de moins en moins, de plus en plus, les cyberassurances vont demander des garanties, notamment des campagnes de sensibilisation qui sont récurrentes, des engagements de protection des données et une démonstration d'un certain niveau de sécurité, ce qui veut dire d'être soit certifié, soit de se faire auditer par des auditeurs indépendants régulièrement pour démontrer un niveau de sécurité auprès de la cyberassurance. Et ensuite, en termes de dommages, elles couvrent de moins en moins, c'est-à-dire que elles ont gagné bien sûr en maturité et elles ont conscience du coût d'une attaque cyber. Donc, elles vont faire des études assez poussées pour savoir combien elles peuvent assurer au cas par cas. Ça, c'est les côtés peut-être un peu négatifs et contraignants. Il faut savoir que dans la cyberassurance, il y a aussi des avantages. Au-delà de la gestion financière, de la couverture financière, il y a qu'elles peuvent mandater des experts pour réagir à la cyberattaque, conduire les enquêtes post-incident, tout ce qui est forensique, la collecte de preuves, mandater des experts aussi juridiques, avocats, etc., et aider à la reconstruction des données, à la reconstruction du système d'information et conseiller sur la suite, sur le post-attaque. Elles peuvent soutenir sur, justement, Marcel disait, il faut appeler la police et tout. Mais l'assurance, dans ce cas-là, c'est la première
c'est le premier interlocuteur que vous pouvez appeler et qui vous dira exactement tout ce qu'il faut faire, et notamment appeler la police et autres institutions. Donc voilà, donc moi j'aurais tendance à dire que la cyberassurance, ça se réfléchit. D'un point de vue couverture financière, ça peut avoir des avantages, mais en tous les cas, ça ne se suffit pas à soi-même, ce n'est pas la solution contre la cyberattaque, ça ne protégera pas. Ça reste une assurance, hein, ce n'est pas parce que vous avez une assurance santé que vous ne tombez pas malade, c'est exactement la même chose. Mais ça se réfléchit parce que ça a des contraintes, mais ça peut aussi avoir des avantages. Peut-être que vous autres avez des expériences en matière de cyberassurance. Bon, c'est une pesée d'intérêt, hein, la cyberdassurance, comme vous avez dit, justement, c'est parce qu'il y a un coût aussi, hein, avec une cyberassurance, il y a un coût qui est certain. Donc on pourrait envisager par exemple de couvrir ce coût en mettant des fonds de côté justement pour s'arranger, mais l'avantage justement de la cyberassurance, ça va être d'apporter aussi ses compétences externes, comme surtout en assistance juridique ou des choses comme ça, où on peut avoir quelqu'un qui peut accompagner. À l'époque, les premières cyberassurances que j'ai vues, c'était très succinct, les gens s'étaient engouffrés là-dedans parce que c'était une poule aux œufs d'or où les gens mettaient quelque chose, ils ne savaient pas trop bien. Maintenant, les assurances ont conscience du risque financier qu'elles engagent, elles sont beaucoup plus attentives. Et au début, c'était un petit peu, ils vendaient ça, ouais, bah, si vous êtes cyberattaqué, enfin, si vous avez une attaque cyber, si vous êtes crypto-loqué, on paye la rançon. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ça, c'est plutôt maintenant du service, de l'assistance, et ça va permettre aussi d'amortir le choc financier en fonction du contrat que vous pouvez avoir, quoi. Donc ça se réfléchit, c'est vraiment une décision stratégique. Je pense que là, ça doit être vraiment pris par la direction en ayant une pesée d'intérêt, en savoir quels sont les avantages qu'on peut en retirer par rapport au coût qu'on va engager. Justement, il y a une remarque sur le chat qui dit si l'assurance paye la rançon, c'est bien. Alors, déjà, c'est une solution de facilité, mais ce n'est pas forcément une bonne solution. Et de moins en moins, les cyberassurances payent la rançon. Voilà. Marcel. Mais la chose intéressante, c'est que les assurances commencent à faire des questions régulières, comme tu as dit, Anne, et ça pousse la sécurité dans un autre niveau. Gentiment, comme font aussi les assurances de santé, etc. Oui, c'est vrai que la cyberassurance fait maturer l'entreprise parce qu'elle la force à tous les ans progresser. Et j'ai aussi travaillé avec une cyberassurance qui est partie dans la voie de la quantification du risque et donc va poser un certain nombre de capteurs pour collecter des données et pour calculer le risque d'un point de vue sur ces méthodes de quantification. Ce qui impose à l'entreprise de vraiment devenir mature et bien maîtriser son système d'information, mais qui a aussi fait que ça devient très, très compliqué de rester dans les clous. Merci, sujet passionnant. J'ai une question de Bettina Barjon pour Frédéric. Dans les hôpitaux, comment gérez-vous les droits d'accès aux dossiers médicaux des patients? Comment concilier disponibilité et confidentialité? Alors, au sein de RHTME, en fait, il y a une commission d'accès aux dossiers patients en fait, qui réunit en fait, le juridique, les professionnels en fait, de la santé, hein, donc les directions médicales et les directions des soins, et puis également les professionnels de la donnée. On a des gens qui sont spécialisés, notamment les archivistes, les gens comme ça, et on participe, enfin je participe également dans cette commission. Et en fait, il y a une pesée d'intérêt, encore une fois, entre les besoins d'accéder et les besoins de protection. Souvent, pour caricaturer, on dit bah, c'est bizarre que, par exemple, quelqu'un qui travaille en gériatrie va vouloir accéder à un dossier en gynécologie. Il n'y a pas forcément besoin. Là, il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas. Donc, l'idée, c'est qu'il y a vraiment une pesée d'intérêt, qu'on regarde qui a besoin d'accéder à quoi, et éviter aussi une trop grande complexité dans l'attribution des droits, parce que plus les droits sont complexes, plus c'est difficile à gérer et plus c'est difficile à vérifier derrière. Donc, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire d'avoir un niveau de droit assez simple, de garder des solutions assez pragmatiques
et puis surtout après de pouvoir contrôler et mesurer. La plus grande difficulté pour moi étant qu'on ne peut pas mesurer aléatoirement sur des gens ou des trucs. Il faut mettre des solutions en place pour que on ait un audit régulier des droits sans pointer quelqu'un. Voilà. J'ai parlé de manière assez générale, mais j'espère que ça répond à la question. Oui, surtout les gens, effectivement, on a un tournus de gens qui sont assez importants, mais justement, par rapport à une entreprise normale, d'habitude, c'est le service des ressources humaines qui peut piloter les accès des personnes, qui va demander les accès. Dans le cas précis, on a plusieurs personnes, en fait, qui peuvent donner, en fait, des droits, qui peuvent demander des droits d'accès ou de la création de comptes, notamment la direction médicale, pardon, pour des arrivées qui sont le week-end, pour des médecins externes, des gens qui doivent prendre un service au niveau du service des urgences. Merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres sujets à aborder? On a encore un petit moment, on a encore quelques minutes. Bon, je peux lancer un sujet si ça vous intéresse. Marcel l'a rapidement évoqué. Qu'est-ce que vous pensez des programmes Bug Bounty et pourquoi en Suisse se développe-t-elle plus lentement que dans d'autres pays? Peut-être je ne laisse pas Marcel répondre, mais plutôt Anne ou bien Frédéric. À mon avis, c'est un peu compliqué. En Suisse, je pense qu'il y a toujours. Alors, je sais que je suis français d'origine, mais ça fait un petit moment que je vis en Suisse et puis j'ai la nationalité maintenant, donc voilà. Je pense qu'il y a un certain aussi réflexe où on aime bien rester confidentiel. Il y a la chose où on n'aime pas trop s'exposer ou mettre les choses en avant, donc on a tendance un petit peu à rester sur notre quant à soi. Je pense que c'est peut-être là où les gens sont encore un peu frileux, je pense, sur ces bug bounty. C'est vraiment les grandes entreprises qu'on voit qui vont de l'avant avec ça. Je pense que c'est une bonne chose. Personnellement, à titre personnel, je pense que c'est vraiment une bonne chose d'avoir des programmes de bug bounty. C'est une bonne chose de faire de l'open source au niveau des programmes. C'est une bonne chose de mettre de la transparence parce que justement, avec l'intelligence collective, on va renforcer ces programmes. J'ai vu trop souvent des applications qui étaient développées dans un coin par une société à part qui travaille dans une niche avec des bouts de code où on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et c'est là où justement, je mettrais plutôt un audit pour vérifier qu'est-ce qu'il y a dedans. Et si on dit par contre qu'il y a eu un bug bounty, que ça a été passé 3 fois au crible, qu'il y a 10 équipes de hackers qui se sont cassés les dents dedans, ça met plutôt en confiance. Anne, vous voulez rajouter? Je pense que ce qui freine beaucoup le bug bounty, c'est les moyens qu'il faut y mettre pour le mettre en place et pour en tirer vraiment les enseignements. Il faut l'alimenter, voilà. Donc quand ça tourne au challenge entre développeurs, attaquants, je pense que c'est le bon résultat, mais c'est pas souvent. Moi, je connais beaucoup d'échecs de bug bounty, d'entreprises qui ont testé, qui ont tenté et qui n'ont pas réussi à le mettre en œuvre parce que ça nécessite une organisation et des moyens à part entière, en fait. Ça ne vit pas tout seul. Je pense que c'est plus ça et que peut-être qu'il faut avoir une certaine taille d'entreprise pour être en capacité de le mettre en œuvre et de le maintenir. Marcel? Je connais aussi des PME qui ont commencé avec le bug bounty, mais c'est vrai que on a besoin de courage si on le fait et de convaincre l'institution. C'est aussi un changement de culture. Disons qu'on veut vraiment savoir quoi vont les applications propres. Parce que là, on le voit à la fin. Et nous avons aussi fait des expériences quand on a démarré le programme. Je me souviens que on a démarré avec 25 000 francs suisses, non, euros, dans le coffre-fort. Et on a déclenché et on a pensé que ça durera, disons, un mois. 6 heures après, le chef projet m'appelle et dit Marcel, nous avons dépassé la limite de 25. On a trouvé tellement de failles dans les systèmes. Est-ce qu'on
est-ce qu'on ferme le programme, est-ce qu'on continue? Et je dis qu'on continue parce que moi, maintenant, je veux savoir à quelle taille on est. Parce qu'on ne fermera plus maintenant. Mais on a changé aussi disons, l'approche pour justement gérer l'argent. Oui. Comme Anne a dit. Ça peut, si on le fait mauvais, ça peut être très coûteux. Ça. Merci. Il n'y a pas de sujet, plus de questions dans le chat. Je propose de redonner la parole à la présidente. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et vos questions. Merci. Merci. Merci infiniment. Écoutez, c'était très intéressant. Je vous remercie tout particulièrement pour la transparence de vos propos, parce qu'il est vrai que suivant les explications que vous avez données, on peut se dire, tiens, ils nous ont déjà donné les outils pour les attaquer plus aisément. On peut se poser la question. En tous les cas, ce que vos propos démontrent, c'est que c'est toujours l'être humain qui est au centre des préoccupations et qui est responsable en bonne partie. Il y a les outils, bien sûr, il y a les audits, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a l'humain. Et que plusieurs fois, vous avez laissé sous-entendre que soit le management, soit le modèle de gouvernance méritait d'évoluer dans les mois et les années futures pour trouver des solutions pour régler le problème de la sécurité ou les risques cyber à l'intérieur et à l'extérieur des entreprises ou de l'administration. En tous les cas, je tiens au nom du CLUSIS à vous remercier pour votre présence tous les 5, pour la qualité de vos propos. Tout le monde est resté en ligne jusqu'à maintenant, suspendu à vos lèvres. Et je vous en remercie encore. Je vous souhaite à toutes et à tous une très agréable soirée, au plaisir de vous revoir. J'espère l'année prochaine en présentiel, mais très belle soirée. À bientôt. On se retrouve, même heure, même lieu. Prochainement, on vous enverra les invitations. À bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci à vous.